Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 23e épisode de Relationnellement Vôtre. Nous poursuivons les épisodes sur la thématique de l'amour et la semaine dernière, nous avons pu entendre une spécialiste du couple nous parler des problématiques fréquemment rencontrées. Elle nous a aussi partagé quelques clés pour les surmonter. Il y a une autre relation où aimer vraiment au quotidien est loin d'être une mince affaire, c'est la relation parent-enfant. Vous est-il déjà arrivé de prendre la décision de ne plus crier sur votre enfant et de ne pas tenir plus de quelques heures, ou de décider d'être plus dans la parentalité positive, mais de finir par sanctionner votre ado face à son aplomb? Vous aimeriez tout simplement donner de l'amour à vos enfants sans basculer dans les extrêmes. Vous n'êtes pas seul, rassurez-vous, ce n'est qu'un bref aperçu de situations bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Être un parent aimant, peu importe la météo de votre vie ou de la relation entretenue avec votre enfant, peut parfois être un réel défi. D'ailleurs, cette semaine, j'ai aussi fait appel à une professionnelle, cette fois-ci, pour nous parler des problématiques rencontrées dans la relation parent-enfant. C'est aussi une psychologue et il s'agit d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Kelly. Bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir accepté de participer. Alors, beaucoup de parents ont peur de passer pour les méchants auprès de leurs enfants. Du coup, ma première question, c'est: peux-tu nous en dire plus sur cette peur et peut-on considérer qu'un parent aimant est forcément un parent gentil aux yeux de ses enfants? Alors non, il ne s'agit pas d'être gentil ou méchant, il ne s'agit pas le regard de l'enfant. Un parent qui a peur de passer pour un parent méchant aux yeux de ses enfants, c'est un parent qui en fait a peur de ne plus être aimé, un parent qui a peur du rejet. Et ce sont souvent des peurs qui sont liées à un manque d'assurance et une faible estime de soi. Je crois pas que quand un enfant n'apprécie pas les remarques de son parent, je crois pas qu'un enfant, enfin les petits enfants peuvent dire tu es gentil ou méchant, mais je crois qu'il s'agit pas de ça. Il s'agit d'être cadrant, limitant ou pas, à mon sens. Tout à fait d'accord. Pour toi, ça signifie quoi, être cadrant, être limitant? Être cadrant ou limitant, c'est pouvoir dire non à son enfant pour le protéger, pour l'éduquer, le guider. Et ça n'a rien à voir avec le fait de lui nuire, en fait. Mettre des limites, ça permet aux enfants, comme un tuteur sur une plante. On accroche des fois des plantes grimpantes à un tuteur. Et d'ailleurs, on dit que les parents sont des tuteurs. Le tuteur, il sert à pousser droit, à pas pousser dans la mauvaise direction, et à pas non plus se casser quand on est pris dans le vent, qu'on est pris dans le tumulte. Le tuteur, il sert à ça. Et je crois que les parents, ils ont les mêmes rôles. Un parent aimant, ça a le même rôle qu'un tuteur dans un jardin, de soutenir, de guider, d'accompagner vers le haut dans la progression. Et ça nécessite effectivement qu'on donne un cadre, une limite, mais aussi un soutien à l'enfant. C'est une très belle image de tuteur. On peut se heurter comme ça à plusieurs fausses conceptions ou représentations erronées de ce que pourrait être un parent aimant, un parent qui laisse tout faire, qui ne dit jamais non, un parent qui protège constamment son enfant pour lui éviter de souffrir ou même de faire des erreurs, le parent pote, le parent copain ou un parent qui couvre de cadeaux, etc. Quelles sont les conséquences pour l'enfant lorsque le parent adhère à ces représentations ou ces conceptions erronées? Alors, tous les parents, à un moment donné, par rapport à l'enfant qu'ils ont été et les parents qu'ils ont eus, vont parfois ponctuellement aller dans ces représentations. La difficulté, et on fait tous des erreurs en tant que parents, Bien sûr. La difficulté, c'est quand un parent ne va pas pouvoir sortir de ces représentations. Parce que l'enfant va sentir que son parent ne lui apporte pas de résistance. Il peut avoir l'impression que son parent est fragile. C'est-à-dire que l'enfant qui n'a pas de limite, de cadre, y compris protecteur, va pouvoir concevoir que son parent est fragile. Et il va y avoir plusieurs conséquences, soit une surenchère de demande, et à ce moment-là, l'enfant va essayer de tester jusqu'où il peut aller pour enfin entrevoir des limites. Ça, c'est le premier risque. Le second risque, c'est de prendre le pouvoir sur son parent et exercer finalement de l'autorité sur son parent par des demandes incessantes, toujours dans cette recherche d'obtenir une réaction du parent.
Un autre risque, c'est de pouvoir s'identifier à son parent comme modèle, puisque le parent est intériorisé comme fragile, et là l'enfant après ne peut pas se construire par identification à son parent. Un autre risque qui ne semble pas être un risque, mais qui peut être délétère pour l'enfant, c'est si l'enfant sent son parent fragile, peu résistant, il va vouloir protéger son parent. Et il va prendre une posture non pas d'autorité, mais de protection sur son parent. Du coup, par rapport au risque que tu viens d'évoquer, comment peut-on réagir en tant que parent? Que peut-on faire? Quand on voit un enfant qui commence à se positionner en protecteur ou un enfant qui va tester à outrance, comment faire en tant que parent? Alors ça va être important de réinstaurer la hiérarchie parent-enfant. Il y a une hiérarchie dans l'inconscient collectif, il y a une hiérarchie naturelle, universelle, parce que les parents ont plus de devoirs et de responsabilités que les enfants, dans le code civil notamment, et on voit bien que les animaux aussi adultes dans la nature ont des responsabilités vis-à-vis de leurs petits, des responsabilités d'éducation et de protection. Et de ce fait, les parents ont plus de devoirs, mais ils ont aussi des droits. Exact. Et je crois qu'il y a un droit à exercer, c'est le droit d'exercer de l'autorité sur ses enfants, parce qu'on a des comptes à rendre aux yeux de la loi. Et donc je crois que la première chose à faire, c'est de réinstaurer la hiérarchie parent-enfant, de même que la hiérarchie adulte-enfant. C'est-à-dire que tous les adultes n'ont pas tous les droits sur les enfants, mais tous les adultes ont des responsabilités vis-à-vis de tous les enfants dans le code civil aux yeux de la loi. Et à ce titre, les adultes ont le droit de réclamer de la part de l'enfant le respect de l'autorité et du respect tout court d'ailleurs. Oui. Et quand on a comme ça une inversion de la hiérarchie entre guillemets dans les familles, c'est important de réinstaurer la notion de respect. Effectivement. Respect des consignes données, respect de l'humain, respect des demandes du parent, respect du non des parents qui disent non. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Le respect du non, c'est un défi pour beaucoup de parents aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même une difficulté dans la tolérance à la frustration chez beaucoup d'enfants. Alors le non, c'est certainement qu'un jour, ça fera l'objet peut-être d'un podcast entier. Oui. Le non, c'est très difficile à entendre et c'est très difficile à dire. Oui. Et ça fait effectivement, ça fait appel à la possibilité de frustration, d'accepter la frustration et d'accepter de donner la frustration. Et ça fait écho chez les parents à leur propre histoire d'enfant, la façon dont on a aussi donné le non et la façon dont le non a pu être reçu. Exactement. Et ça renvoie à ce que tu disais du parent, parfois on se sent méchant. Voilà, du parent qui peut accepter de donner du non ou pas, sans se sentir coupable. Justement, je tiens à préciser aux parents qui nous écoutent, si vous vous reconnaissez dans certains propos que l'on peut aborder dans ce podcast, surtout ne vous enfoncez pas dans la culpabilité, mais au contraire, tentez de voir une lueur d'espoir, une possibilité d'évolution dans ce qu'on va préciser dans ce podcast et n'hésitez pas à solliciter de l'aide. Et c'est très bien que tu parles de culpabilité, Isabelle, car j'aimerais rebondir là-dessus, parce que la culpabilité est un piège majeur qui est difficile d'éviter en tant que parent. Comment faire quand on se sent coupable, quand on regrette nos paroles, nos actes, nos choix ou nos décisions en tant que parent? Alors, encore une fois, un parent qui se sent coupable, un parent qui regrette ses paroles, c'est un parent qui se remet en question. Et même si c'est douloureux, c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire que il y a de la souplesse psychique et ça veut dire aussi qu'on est prêt à reconnaître ses erreurs. Tout à fait. À un moment donné, on fait des erreurs en tant que parent. Et on va parfois être injuste, parfois être dans l'arbitraire, parfois être de mauvaise foi, tout comme les enfants d'ailleurs. Alors, quand on regrette vraiment une parole, un acte, une décision, je pense que c'est important de pouvoir le dire à l'enfant. Alors sans le culpabiliser et sans se culpabiliser, mais de dire voilà, je regrette cette décision, je pense que ou cet acte ou cette parole, ou je pense que j'avais tort. Et je veux en reparler avec toi, ou je te demande pardon, je regrette ce geste, etc. Il faut cependant que ça reste ponctuel. Oui.
Parce qu'un parent qui s'excuse tout le temps, là encore, ça renvoie un signe de fragilité à l'enfant. Mmh. Et si un parent se sent continuellement coupable de ses choix ou de ses décisions ou de ses actes vis-à-vis de ses enfants, là c'est important de pouvoir consulter pour avoir un vis-à-vis qui va travailler ça avec le parent. Donc de consulter. Merci Isabelle de préciser aux parents qu'il y a aussi cette possibilité-là. La remise en question est saine et aussi faire appel à un ou une professionnelle pour se faire aider reste une démarche, tout à fait envisageable aussi en tant que parent. On est des êtres imparfaits, qu'on soit parent ou pas, on reste des êtres imparfaits. Se sentir aimé est très subjectif. Du coup, être un parent aimant est tout aussi subjectif. Toutefois, il y a bien des caractéristiques communes d'une relation parent-enfant à une autre et du coup, Isabelle, pourrais-tu nous citer quelques éléments qui vont faire qu'un enfant va se sentir aimé? Alors, un enfant, pour qu'il se sente aimé, il faut qu'il se sente écouté, Oui, protégé, valorisé pour les petits enfants. oui. Et est-ce que c'est pareil pour les ados? Alors, non, c'est un peu différent pour les ados. Un ado a effectivement besoin d'être écouté, compris et valorisé comme un enfant, Mmh. mais il a également besoin de se sentir digne de confiance. Ça, c'est très important. C'est vrai. Et notamment en acceptant son autonomisation, c'est-à-dire sa liberté de penser, sa liberté de dire, sa liberté de faire différemment de ce que le parent voudrait, Mmh. sa liberté de s'habiller, sa liberté parfois de se maquiller, en opposition aux codes parentaux. Et si on arrive à faire ça, l'ado va se sentir aimé. Oui. Alors bien sûr, en assurant toujours les conseils de protection, parce que l'adolescence c'est une période de bouleversement et l'enfant sort de l'enfance, perd un peu ses points de repère, se démarque des codes parentaux, tout en allant parfois toucher d'autres limites. Et donc c'est important de garder le cadre, mais en donnant de la liberté, en montrant qu'on fait confiance. Il faut faire confiance aux ados pour qu'ils se sentent compris et aimés. Très intéressant. Tu parlais d'écoute, que ce soit pour, qu'un enfant ou un adolescent se sente aimé. Comment faire pour apporter une écoute efficace à son enfant ou à son ado? Parce qu'on peut, en tant que parent, écouter en faisant la cuisine, avoir, de temps en temps une oreille tendue en regardant la télé, en étant sur son téléphone. Est-ce que ce genre d'écoute peut permettre à un enfant ou un ado de se sentir aimé? Alors moi je crois que toute écoute peut être bénéfique en fonction de ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si on est interrompu par un enfant, même sur son téléphone, même en faisant la cuisine, et qu'on lui dit bah écoute, je t'écoute, mais je continue de faire ce que je suis en train de faire parce que c'est important. Mmh. C'est de l'attention quand même, c'est de l'attention flottante. Je ne crois pas qu'il faille toujours accorder une attention de qualité dans la durée aux enfants pour qu'ils se sentent compris et écoutés. Je pense que parfois, on peut être dans un petit temps d'écoute ou prendre l'information. Les enfants sont très pulsionnels. Ils peuvent avoir à nous donner une information, la livrer, ils la livrent comme ça. Oui. On peut la prendre et puis dire on y reviendra plus tard, mais j'ai compris, j'ai entendu, ou on en parle ce soir. Voilà. Mmh. Intéressant. On est que des êtres humains en fait. On a parfois peu de temps et les enfants, eux, sont dans l'ici et maintenant et parfois vont eux déposer l'info qu'ils ont à donner ou l'émotion qu'ils ont à donner sur le moment, ils vont pas le différer. Et je pense que de prendre ça et dire on en reparlera, mais j'ai entendu, j'ai compris, c'est écouter. Oui, C'est entendre. oui. Et écouter, ça commence déjà par entendre. Les ados, c'est un petit peu plus pernicieux parce que les ados, ils ne fonctionnent presque que comme ça. Un ado, il va rarement venir vous voir en disant voilà, il faut que je te parle, c'est sérieux, j'ai besoin d'une demi-heure, j'aimerais avoir toute ton attention. Les ados, souvent, ils distillent les infos et le parent doit deviner. Donc c'est encore plus important d'être sensible à ces petites choses. Oui, oui, oui. Et puis un ado, c'est beaucoup plus secret qu'un enfant. Et un ado, on a accepté de prendre le peu qu'il nous donne. La qualité d'écoute, c'est aussi de pouvoir dire aux enfants, si un jour tu as besoin de me parler de quelque chose, tu peux venir m'en parler. Ça, c'est une démarche très intéressante. Parfois, des parents ont cette difficulté justement à ouvrir la communication en proposant à l'ado de se sentir libre de parler quand il en a envie, quand il en a besoin, sans être trop intrusif, sans poser trop de questions pour creuser, pour savoir, pour chercher ce qui se passe.
comment faire en tant que parent pour garder ce juste équilibre? Alors écouter, ça n'est pas demander des infos. C'est vrai que quand on devient parent d'un ado, on se transforme en enquêteur, Ouais, la police scientifique, c'est-à-dire que plus l'ado cache, plus le parent va chercher c'est ça. pour protéger, parce qu'il s'inquiète et parce que c'est très l'enfant. Ils reconnaissent parfois plus leur enfant, leur petit enfant qui disait tout, qui était très expansif. C'est normal. Mmh. C'est aussi normal de s'inquiéter et de commencer à enquêter. Mais écouter, c'est pas mener une enquête d'investigation. Écouter, c'est entendre, encore une fois, Oui. guetter les signes. Et puis, moi, je crois que parfois, et les ados n'aiment pas ça du tout, mais je trouve que c'est efficient. Parfois, on va leur dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Il y a les consignes et puis il y a les alerter Mmh. sur les dangers des addictions, sur les dangers Les de réseaux la vie sociaux. civile, Mmh. des réseaux sociaux, des gens qu'on peut croiser, de les alerter un petit peu sur les, les, les méthodes aussi des jeunes de leur âge, etc., par rapport à la sexualité, par rapport à l'intimité. Et, et parfois, prendre soin, c'est les alerter sans qu'ils aient rien demandé. Et c'est aussi de la communication. C'est très vrai. Merci beaucoup Isabelle, j'apprécie, vraiment la manière dont tu expliques et abordes les choses. C'est très intéressant. Merci. Pour finir cette interview, aurais-tu, 3 clés à partager avec nos auditrices, nos auditeurs, pour les aider dans leur quête d'être des parents aimants au quotidien? Alors, pour être un parent aimant, donc on l'a vu dialoguer, Mmh. et dialoguer, ça peut aussi vouloir dire dialoguer avec l'enfant ou avec l'ado, ça peut aussi vouloir dire euh, on peut exprimer ses propres besoins de parent, c'est-à-dire j'ai besoin d'être en relation avec toi, ou j'ai besoin que tu m'écoutes, ou j'ai besoin de te parler, Mmh. voilà. Euh, Se remettre en question, mais pas trop, c'est-à-dire culpabiliser parfois, ponctuellement, accepter de pas être un parent parfait, Ouais, se remettre en question, c'est ça. mais sans que ce soit permanent. Se souvenir aussi de son enfance, de l'enfant qu'on a été aussi, hein, c'est-à-dire s'identifier à nos enfants pour les comprendre. Est-ce que tu pourrais approfondir par rapport à ça? Quand tu parles de repenser à soi quand on était enfant, est-ce que c'est être dans la comparaison de comment ça se passait lorsqu'on était soi-même enfant? Est-ce que c'est de pouvoir se replacer finalement dans les ressentis qu'on pouvait avoir étant enfant? Oui, c'est plutôt ça, c'est s'identifier. On est tous un enfant qui a grandi avec plus ou moins de trauma en fonction de l'enfance qu'on a eue. Effectivement. Euh, et on a tous eu des parents plus ou moins aimants Mmh. en fonction de son histoire de vie. Mais si on arrive à s'identifier justement, à faire appel à cet émotionnel dont tu parles de l'enfant qu'on a été, on va se rapprocher de notre enfant. On va s'identifier. Et parfois, ça permet de comprendre l'enfant qu'on a en face de soi et puis de se dire finalement j'étais comme lui. Souvent on le dit, j'étais comme lui, j'étais comme elle, ou Les chiens ne font pas des chats. quand les chiens ne font pas des chats. Quand on leur dit pas tu ressembles à ton père, ça c'est autre chose. Mais voilà, cette identification-là, elle permet de sortir pour le coup de la hiérarchie et puis d'aller raisonner sur le plan émotionnel avec l'enfant et de comprendre ce qui est en train de se dire et de se passer entre soi et son enfant. Mmh. Et la dernière clé, ça serait de reconnaître ses erreurs auprès des enfants. On a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de se tromper. Et de reconnaître ses erreurs auprès des enfants, ça aidera et ça apprendra aux enfants à reconnaître leurs erreurs quand ils seront des parents. Oui, finalement, dans ce que tu dis, la relation parent-enfant sert à l'enfant à apprendre à se sociabiliser et à se comporter, de manière adaptée, appropriée avec les autres. Là, tu parlais de savoir reconnaître ses erreurs. Finalement, si je comprends bien, ce que tu veux nous expliquer, c'est que l'enfant va prendre son parent comme exemple, c'est ça? Exactement, toute notre mode de communication d'ailleurs et de relation aux autres s'origine dans la relation qu'on a eue avec les parents. Donc effectivement, la communication et la qualité de relation avec les parents va déterminer après le mode de fonctionnement dans le relationnel qu'on aura avec les autres. Exactement.
C'est intéressant parce que du coup, en termes de communication, est-ce que, la qualité de la communication que l'on a ou que l'on n'a pas, malheureusement parfois dans certains cas avec nos parents, peut affecter profondément notre manière de communiquer avec les autres? Oui, bien sûr. Une mauvaise communication dans une famille va déterminer des modes de communication erronés, avec l'entourage après social. Heureusement, on est dans une société de communication, il y a beaucoup de formations dans les entreprises maintenant qui peuvent guider et puis je crois qu'on est aussi dans une société où la parole s'est libérée. C'est Ça a vrai, des avantages et des inconvénients, mais aussi. je pense qu'un enfant qui ne trouve pas une communication adéquate dans sa famille, va pouvoir peut-être la trouver dans d'autres sphères. On parle aux enfants maintenant très tôt dans les crèches. Oui, On leur parle, on s'adresse à eux directement, et cetera. À l'école aussi, les enfants sont beaucoup plus libres d'exprimer ce qu'ils pensent. Donc il y a quand même d'autres sources après d'ouverture, mais c'est vrai que les principes fondamentaux de notre mode relationnel et social est déterminé par la façon dont on a tissé des liens et de la communication dans la famille. d'accord. C'est vraiment super. Merci beaucoup Isabelle, ta participation est juste top. C'était chouette de pouvoir partager ce podcast avec toi. Tu me diras, si tu es d'accord pour que je te sollicite à nouveau à l'avenir. Bah, pas de problème pour moi, bien sûr, hein. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié de pouvoir, faire cette interview avec toi. C'est intéressant d'avoir le point de vue de différents professionnels, chaque professionnel étant, voilà, ayant sa propre personnalité. Il y a toujours de la valeur ajoutée et voilà, je trouve qu'une interview est toujours enrichissante, en fait. C'est vraiment, vraiment chouette. Bah, écoute, merci, c'est intéressant à faire. Je te remercie encore pour ta participation, Isabelle. On arrive à la fin de ce podcast, de cet épisode. Avec grand plaisir, merci pour ta confiance. Avec plaisir. Au revoir, Isabelle. Au revoir. Voilà, ce 23e épisode de Relationnellement Vôtre est terminé. Si vous avez des questions, des suggestions ou des témoignages à partager, n'hésitez pas à envoyer un message directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr en cliquant sur Contact tout en haut à droite du bandeau ou en bas de page en cliquant sur Je contacte Relationnellement Vôtre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je vous parlerai des faux amis de nos relations. Ce sont ces comportements dont on pense bien souvent qu'ils sont bénéfiques à nos relations, qu'ils témoignent de l'amour à nos fréquentations, alors qu'en fait, ils sont toxiques. Allez, j'en dis pas plus, on se dit à très vite et surtout, prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.